bon après-midi à tous et à toutes. Et, voilà, cet après-midi, c'est une table ronde sur les pesticides. Et beaucoup d'entre vous m'avaient dit, bah, les pesticides, c'est toujours la même histoire. Bon, oui, c'est toujours la même histoire. Mais ici, aujourd'hui, on veut vraiment regarder dans l'avenir. Okay, voilà. Alors, pour ce faire, nous avons deux parties dans la table ronde. Une première partie qui est une partie plutôt scientifique sur les faits, où Jean-Marc Beaumatin, désolé, Jean-Marc Cheval, c'est un collègue, alors ça arrive. Et Jean-Marc Beaumatin, qui est un chercheur de CNRS, que vous connaissez, j'imagine, déjà, et il va nous parler un peu sur l'impact de pesticides, divers pesticides. Vous allez voir, il ne va pas tout à fait nous parler toujours des néonicotinoïdes. Et au niveau aussi, on inclut la santé humaine. Et Fanny Hatina, qui est une chercheuse grecque, alors elle va parler en anglais. Alors si vous n'avez pas de casque, et vous ne parlez pas anglais, je vous recommande de prendre des casques. Elle va nous montrer un peu quelle est la situation de terrain en Grèce. Et aujourd'hui, ça devait être aussi, c'est par rapport à l'abeille mellifère. Et aujourd'hui, devait être parmi nous Simone Tossi, qui est un chercheur italien qui concentre son travail maintenant à étudier l'impact de pesticides sur les abeilles sauvages. Et comme il n'a pas pu venir, il m'a demandé de faire une présentation ensemble avec moi. Alors, c'est moi qui va présenter son travail. Après, on va avoir une discussion. Vous allez pouvoir faire des questions. On va aussi penser un peu dans l'avenir, comment ça pourrait se présenter la recherche et pour faire un changement un peu dans l'avenir. Et après, on va commencer une deuxième partie qui est plutôt légale politique, où on aura Messier Faux, que si vous le connaissez, c'est l'avocat de l'UNAF qui a participé dans beaucoup de cas en justice. On a Joël Labbé, qui est un sénateur ici en France, et on a le député européen Éric Andréou, et qui va nous parler un peu de la situation européenne. Et on aura aussi un temps de questions-réponses et des discussions dans ce qui peut être l'avenir. Okay? Alors, avec ces plans, je propose de commencer avec Jean-Marc. Et s'il vous plaît, la partie technique, Jean-Marc a préparé une petite présentation. Oui, bonjour à tous. Voilà. Je vais essayer de me familiariser avec le pointeur. Alors bonjour à tous et merci de votre présence. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter quelques travaux. Alors comme je n'ai que 10 minutes, je vais en prendre 15. Voilà, c'est prévenu. Et je vais vous parler d'un sujet pesticide. Et le message que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce qui empoisonne les abeilles, ce qui les tue, nuit un jour ou l'autre à la santé humaine. Et donc, comme on est en train de réfléchir sur les régulations, les autorisations de pesticides et des choses comme ça, eh bien, je pense que ça apporte quelque chose au débat, parce que ceux qui ne sont pas sensibles aux abeilles, et il y en a beaucoup, parmi les politiques ou les décideurs, ou disons les parties prenantes, seront peut-être plus sensibles à la santé humaine. Alors, sur cette photo est représentée une abeille qui butine, et hélas, la fleur contient de l'imidaclopride. Alors, l'imidaclopride, je vais en parler un peu, c'est l'archétype des néonicotinoïdes. Donc, c'est cette petite molécule dont on a beaucoup parlé et que nous avons beaucoup étudié. Et je vais vous rappeler un petit peu quelques faits sur le mode de fonctionnement de ces molécules. Alors, très rapidement, d'abord, le constat qui avait été fait en 2016 par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui disait que 40% des insectes pollinisateurs étaient face à l'extinction, et particulièrement les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, et également les papillons. Et face à ce constat, cette plateforme citait les néonicotinoïdes comme étant une des causes de cette dépopulation des pollinisateurs. Et très brièvement, je vous rappellerai que les néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central, prennent la place d'un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine et de fait excitent le système nerveux central de sorte que l'insecte ravageur, puisque au départ c'est fait pour les ravageurs, meurt d'une espèce de crampe généralisée. Le problème avec les néonicotinoïdes, et je le rappelle,
c'est qu'ils ont été utilisés en traitement foliaire, mais également beaucoup en traitement de semences. C'était la grande nouveauté du moment il y a à peu près une vingtaine d'années. Et donc le traitement de semences que vous voyez ici, c'est lors de l'opération de semis. Vous avez le néonicotinoïde souvent accompagné de fongicides qui pellicule la semence, ensuite diffuse dans l'eau du sol, remonte dans la plante, et c'est toute la plante qui est contaminée. Alors au sens agronomique du terme, c'est super, c'est une assurance contre les ravageurs, mais au sens de la biodiversité et des pollinisateurs, là, c'est assez catastrophique. Alors, revenons aux sources. Cette histoire a plus de 20 ans. Et je vous montrerai ici une des publications clés que nous avons publiées, parce qu'à l'époque, tout le monde nous disait « mais non, il n'y en a pas dans les fleurs, il n'y a pas de contamination, donc les abeilles, pas de souci ». Alors je vais vous montrer que 2 publications clés. La nôtre, qui démontrait donc en 2003 que dans les fleurs françaises, il y avait à peu près 10 nanogrammes par gramme, je reviendrai sur l'unité tout à l'heure, de pesticides dans les fleurs, et donc forcément les pollens et les nectars pouvaient être contaminés. Et voilà, j'ai extrait cette vieille publication pour vous montrer que là, il y avait exposition. Les abeilles étaient exposées à ces pesticides alors que tout le monde disait qu'elles ne l'étaient pas. Et puis, je vais faire un saut au niveau mondial. Ben, en fait, la France, c'était plutôt pas mal parce qu'au niveau mondial, si on fait les moyennes des moyennes, eh bien, on a des contaminations de pollen et de nectar qui sont de l'ordre de 20 nanogrammes par gramme, donc 20 milliardièmes de grammes de toxiques qui est contenu dans 1 gramme de nourriture. Et c'est pire au niveau des nectars, puisque là, la moyenne des moyennes, au niveau mondial, montre que c'est 73 nanogrammes par gramme. Alors, ça ne vous parle pas beaucoup, cette unité, mais je vais vous montrer la 2e publication importante sur le sujet, qui a donc maintenant plus de 20 ans. C'est la publication qui vous dit que quand on fait de l'exposition chronique, c'est-à-dire pas une seule dose une fois, mais des petites doses réitérées tous les jours, et c'est ce que vivent les abeilles, eh bien, quand on fait de l'intoxication chronique, au bout de 24 heures, on ne voit rien. Alors là, on a la mortalité sur cet axe et on a le temps sur cet axe. Au bout de 24 heures, on ne voit rien. Et c'est la base qui avait été utilisée pour homologuer les produits. Par contre, si on attend un peu plus, à des doses infimes comme 0,1 nanogramme par gramme, à comparer avec les 20 nanogrammes par gramme qu'il y a dans les pollens et les 73 nanogrammes par gramme qu'il y a dans les nectars, eh bien, on peut atteindre 50% de mortalité des abeilles en laboratoire. Donc là, c'était les 2 publications qui disaient que d'un côté, on est exposé, de l'autre, les petites doses ont des effets catastrophiques sur la santé de l'abeille. Je vais aller beaucoup plus vite maintenant et vous donner le grand résultat de l'analyse de toutes ces publications scientifiques. Il y a eu à peu près 2000 publications scientifiques sur le sujet. Et toutes convergent pour dire que parmi les grands stresseurs des abeilles, il y a bien sûr les parasites et les pathogènes, alors varroa, les virus, les WD par exemple, mais que ces parasites et ces pathogènes sont favorisés par la présence de néonicotinoïdes qui empoisonnent directement les pollinisateurs, mais qui aussi font que les effets des parasites et des pathogènes sont plus importants. Et puis, la classe des fongicides, ici, a été démontrée comme étant interactive, puisqu'elles rendent les néonicotinoïdes plus toxiques encore pour les abeilles. Bon, tout ça est lié. Alors, bien sûr, il y a le manque de ressources florales, et puis il y avait une autre famille qui était visée, c'était la famille des pérétrénoïdes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les abeilles font face à beaucoup de stresseurs et que parmi ces stresseurs, les classes chimiques des néonicotinoïdes, pérétrénoïdes et fongicides sont très importantes. Alors, ça, c'était le volet pollinisateur et abeilles. Maintenant, on est allé plus loin. Donc, je citais l'exemple de 2000 publications là-dessus. Il n'y a pas que nous qui avons travaillé dessus, bien sûr. Mais la situation globale pour la biodiversité est assez similaire. Sur ce graphe qui est assez compliqué, on va regarder que les premières lignes, ici, vous avez les groupes taxonomiques, et puis on va regarder les ronds rouges ici. Alors, très brièvement, plus il y a de ronds rouges, plus la situation est grave. Et 4 ronds rouges, c'est le maximum. Eh bien, on retrouve que pour les pollinisateurs, ici, ils sont exposés via le butinage sur les plantes et aussi la contamination de l'air, et la situation est catastrophique. Donc, l'usage des néonicotinoïdes pour les pollinisateurs, c'est une catastrophe. Mais on se rend compte que pour les invertébrés terrestres, comme les vers de terre par exemple, ou toute cette microfaune du sol, les résultats donnent la même chose. Et pire encore, pour les invertébrés aquatiques, on a exactement la même chose à cause de la contamination de l'eau. Parce que quand les substances sont utilisées en agriculture, elles sont transportées vers les cours d'eau, elles polluent les flaques, les rivières, les ruisseaux et jusqu'aux estuaires. Et donc, les invertébrés aquatiques sont en danger et font face au même problème que vos abeilles.
Et comme tous ces invertébrés, c'est la base de la chaîne alimentaire de la vie sur la planète, eh bien, vous avez des effets en cascade. Et les premiers effets en cascade ont été observés sur les amphibiens, mais également sur les poissons et sur les oiseaux, avec des chutes de population qui sont très importantes. Je donnerai un chiffre, par exemple. Lorsque les néonicotinoïdes étaient utilisés dans les pays, et restent utilisés dans certains pays, on a une décroissance d'oiseaux communs qui est de l'ordre de 3,5% par an. Tous les ans, on perd 3,5% d'oiseaux communs. C'est notamment dans les campagnes. Et maintenant, reste le cas des mammifères, qui a été relativement peu étudié. Et donc, je vais vous en parler. Et bien, pour vous en parler, je vais refaire un peu ce qui a été fait sur l'abeille. Est-ce que nous sommes exposés aux néonicotinoïdes? Et là, on a publié une étude. Alors, c'est au niveau mondial, encore une fois. Et cette étude vous dit que 97% de la nourriture produite dans le monde contient au moins un néonicotinoïde. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que 42% de cette nourriture produite dans le monde dépasse les limites légales autorisées. Autrement dit, presque la moitié de ce qui est produit dans le monde est nocif pour l'homme au sens de la santé. Alors, à la question de manger 5 fruits et légumes par jour, je réponds oui, bien sûr, très bien, mais pas n'importe lesquels. Et les effets sont multiples. Je vous en citerai qu'un aujourd'hui parce que je manque de temps. C'est une publication qu'on a faite en 2019 qui démontre que ces produits qui ne devaient pas passer la barrière placentaire passent la barrière placentaire puisqu'on la retrouve dans la première urine des bébés. À la naissance, le bébé il fait un cri et un petit pipi. On récolte le petit pipi, on l'analyse et on trouve un métabolite des néonicotinoïdes dedans. Et le lien a été fait entre un neurodéveloppement ralenti du fœtus et la présence de néonicotinoïdes. Et cette publi-là, en particulier, montre que même s'ils sont nés à terme, certains bébés japonais sont de très faible poids, n'ont pas eu un développement harmonieux, et ça, c'est corrélé avec la présence de néonicotinoïdes dans leur urine, la première urine. Alors maintenant, j'ai parlé du passé, enfin du passé et du présent, parce qu'il y a beaucoup de pays où ils sont encore très utilisés, les néonicotinoïdes, en particulier en Asie et aux États-Unis. Et je voudrais élargir un peu le propos. Et on a entendu beaucoup parler d'une famille de fongicides qui sont les SDHI pour succinate deshydrogenase inhibitors. Et cette famille, vous la connaissez à travers des noms commerciaux. Si je vous dis boscalide, par exemple, ça doit vous dire quelque chose. Mais il y a une bonne vingtaine de molécules qui ont été commercialisées par les compagnies. Et par exemple, le fluopéram, le penflufen, le sédaxane. La première ayant été la carboxyne dans les années 60, mais maintenant, aujourd'hui, interdite. Et en fait, ces molécules-là, SDHI, posent aussi des problèmes aux abeilles. Alors là, je vais saluer les travaux de ma collègue Noa Simone Delso. Et donc, je présente une de ses publications. Et là, encore une fois, vous allez reconnaître ce type de schéma où on a la mortalité ici en ordonnée et en abscisse, on a le temps. Et cette fois, le temps s'étale sur une trentaine de jours, c'est-à-dire un mois. Donc, c'est des expériences plus longues. Et on se rend compte que, bien sûr, à des niveaux élevés de boscalide, ici, c'est le cas du boscalide, on a de la mortalité. Et puis, si on baisse les doses, la mortalité, elle n'est pas visible, par exemple, sur les 10 premiers jours pour les doses les plus faibles. Sauf que si on attend encore un peu, ces petites doses réitérées, donc on parle bien d'intoxication chronique, elles ont un effet qui peut monter jusqu'à la mort de la totalité des abeilles ici, pour cette concentration qui est une des plus faibles. Tout ça par rapport au contrôle. Donc, on retrouve le même type d'effet, j'allais dire, à moyen terme pour l'abeille, et ça nous alerte. Et donc, pour la santé de l'abeille, cette famille de fongicides, nous l'avons un peu dans le collimateur. Mais mon propos aujourd'hui, c'était aussi de vous parler de santé humaine et de vous faire un petit peu de biologie. Alors, on va essayer de comprendre comment agissent ces SDHI. En fait, ils agissent dans toutes les cellules sur la mitochondrie qui est, j'allais dire, l'usine énergétique de la cellule. Et en particulier dans la mitochondrie, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais les SDHI agissent sur un complexe qu'on appelle le complexe 2, qui bloque le cycle de Krebs, donc le cycle normal de la vie de la cellule, et qui fait qu'on accumule certaines substances qu'on appelle succinates ou même alpha-KG. Et ces substances-là, quand elles s'accumulent, favorisent l'apparition de cancer. Ça, on le sait, on en est sûr. Donc la question qui est désormais posée,
c'est est-ce que ces SDHI qu'on utilise massivement sur la planète, comme on utilisait les néonicotinoïdes, je vous donne des ordres de grandeur, c'est 20 000 tonnes chaque année quand même, hein, pour les néonicotinoïdes. Est-ce que l'usage massif de ces fongicides, c'est pas une mèche allumée d'un énorme bâton de dynamite qui va nous péter à la figure? Donc on travaille là-dessus. Ah, je suis allé trop vite. On travaille là-dessus. Je ne peux pas vous donner de résultats, mais sachez qu'on a un consortium de 16 laboratoires français qui travaillent déjà depuis plus d'1 an sur ce sujet et les résultats devraient sortir bientôt. Et on espère que les résultats, quels qu'ils soient, auront un effet sur nos amis les régulateurs qui autorisent ou interdisent les produits. Alors je voudrais finir avec un petit peu d'espoir parce qu'on parle beaucoup de pesticides, mais moi je voudrais parler aussi d'alternatives aux pesticides. Et là, je voudrais citer un travail que je fais avec le label Befriendly. Donc, vous avez sur la photo Amélie Barjolet et puis sa collaboratrice d'un moment, puisqu'elle est déjà repartie. Et avec 3 experts scientifiques qui sont Cyril Vidot de l'ITSAP et Luc Belzius de l'INRAE, nous essayons de faire quelque chose, un logiciel libre qui sera destiné aux agriculteurs. Ce logiciel libre, il est très simple. Oui, je finis. Il va permettre, quand on tape le nom d'une molécule, de savoir tout de suite si elle est toxique pour les abeilles, plus ou moins toxique pour les abeilles, et si les abeilles risquent d'être exposées à ces molécules-là, par différents compartiments, l'eau, l'air et le sol. Et donc vous avez une espèce d'échelle ici qui va du vert au rouge, et en tapant le nom d'une molécule, par exemple l'imidacloprid, je vais prendre un néonicotinoïde, ben vous allez avoir tout qui va être rouge. Ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que vous avez des représentations graphiques des molécules ici, et vous avez la toxicité ici sur cet axe, et vous avez l'exposition sur cet axe. Et donc, les molécules qui seront en haut à droite seront les plus dangereuses pour l'abeille, alors qu'en bas à gauche, ça sera les moins dangereuses. Et donc, avec le curseur de sa souris, l'agriculteur il peut se balader sur ce graphe et voir que pour l'usage qu'il a envie de faire, finalement, il aura le choix pour des molécules peut-être moins toxiques que celles qu'il avait prévues. Donc c'est un outil gratuit qu'on finit de développer et que vous, agriculteurs, vous pourrez en faire une certaine publicité pour le monde agricole parce qu'avant de faire des transitions écologiques totales, c'est-à-dire essayer de se passer vraiment des pesticides, on peut déjà essayer d'amoindrir les effets de ces pesticides. Voilà, je finis, Noah. Non sans remercier... Ah si, j'ai une conclusion quand même. J'ai une conclusion, je vous avais prévu que je serais plus long. Alors... N'oubliez pas que les pollinisateurs, c'est notre nourriture. La biodiversité, c'est la vie. Je vous ai parlé de néonicotinoïdes et de leurs effets sur les pollinisateurs, la biodiversité et sur l'homme. Je vous ai parlé des SDHI, mais on est intéressé aussi sur le cas du glyphosate. Ce qu'on veut, c'est mieux évaluer les pesticides, parce que manifestement, il y avait eu des erreurs par le passé. Mieux choisir les pesticides pour les agriculteurs et le logiciel Toxibi, il s'appelle comme ça, développé avec Befriendly, peut être un outil intéressant. Et puis, favoriser les alternatives agronomiques aux pesticides. Plus philosophiquement, il faut se poser la question, et garder-la en mémoire, sur le coût réel des pesticides. Quel est-il vraiment, si on intègre la pollution, les problèmes de santé, tout ça? Et puis, réfléchissez aussi sur le fait que les pesticides, c'est quand même des bénéfices privés, alors que les risques, manifestement, sont publics. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie tous mes collaborateurs. Il fallait que je fasse vite. Tous mes collaborateurs en France et dans le monde, dont Noah fait partie, puisqu'elle fait partie de la task force sur les pesticides systémiques qu'on a montée en 2010. Merci. Merci Jean-Marc. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-le. Et après, quand on va finir toutes les présentations, vous pouvez faire vos questions. Ça va? Okay, so I would like to invite now Fanny Hatina to the floor. Yeah, so welcome, Fanny. Thank you. Okay. Thank you, Noah. Hello, everybody. I'm really happy to be with you. Thanks, Noah and the organizers. I had a very good chance not only to talk and discuss, but also yesterday to attend other important discussions and talks. So, where do I... Why it's not changing? It's not? Ah, yes, here it is. So I will take you a little bit away of what we just hear, and I apologize for not being able to speak in French. So I hope you have your headset.
And yesterday, if you were here while we were talking about Varroa, I made a comment about IPM, Integrated Pest Management. And it's the same comment about today, because we think that integrated pest management is an ecologically based, sustainable approach to pest management. This is what it is, that's the terminology. It relies on a combination of control tactics, minimizes the impact on the environment. It is an effective program that consists of identifying economic thresholds, monitoring the pest population, performing as suite for preventive techniques, and applying step-by-step treatment plan depending on need. This is the terminology of what it is. So this applies also to animals, also to plants. And what I wanted to take you today with me, it's just an experience of chemicals, of products that we use for integrated pest management on olive trees to control the olive tree fly. Okay? And in fact, sorry, I went too quickly. And in fact, what we saw is that although we think that olive trees and the flowers, the small flowers that they have, they are not attractive to bees, unfortunately, this is not the case, especially when there is nothing around. And in the south of Greece, we have a lot of olive trees, and there is dirt area around them. So the colonies are under the shade as well. And we also realized that analyzing the residues in olive oil and also on the bee's body, also bumblebees apart from honeybees, we saw that in some cases we went above the thresholds of LD50, which is what determines if a chemical is toxic, and sometimes even 10 times more. For example, we detected deltamethrin in very high doses. So we thought, okay, let's see. First, are they attracted? These chemicals that we use there, are they attractive to bees? And what is happening afterwards? So this is a preliminary results, but we were really interesting of what is happening. We started with experiments inside these cages. So the trees were from one side and the bees were from the other side. So we forced them, let's say, to go and collect. In the beginning, we used a chemical called Bulldog, that it was having beta-sylfuthrin. Sorry about the names of the chemicals are a little bit difficult also for me. And Imidan, these are the names of the products in the market. Imidan, Karat, and Success. Bulldog, 1 year after we started our research, showed that, in fact, it was very toxic and it stopped. Imidan, Karat, and Success were not that toxic, and they are still continue. But what is the connection with the IPM? The connection with the IPM is that one of the normal conditions to control this fly is to spray the whole trees. So a tractor goes between in the rows between the trees and sprays everything. But IPM says we can use what we call a bait. That means that we go. What do you see on the upper left? That we go to only one branch of the tree, we spray only this, but the substance could be even 10 times more concentrated. So it's a high dose and concentrated only on this, so this attracts the olive fly, and we use less quantities of the chemicals, okay? But when we try to test these chemicals that they used in low dose as spray and in high dose as a bite, in this control experiment, we saw the toxicity of, the Bulldog, that it was stopped the next year, and the rest, they showed very low toxicity on the adult bees, at least the way that we ran the experiment to have a first idea of what is going on, okay? But we were not really very sure if they are attracted or not. And then
another laboratory, our colleagues in Chania, in Crete, they are testing the attractiveness, and they've seen that, yes, there is attractiveness because they collect a lot of bees on sticky sheets on the trees. So then we thought maybe we should see what these non-toxic or low-toxic substances are doing in controlled conditions in the laboratory. And we tried to keep adult bees in these tubes that you can see and give them the tiny, tiny 2 microliters of syrup, only syrup, no pollen. And we know, I hope you know as well, that in pollen, the pesticides are always higher than in the syrup or in the honey. And after we watched them for a couple of hours, 2 hours, then we kept them in the cages in the laboratory. What we've seen was really astonishing. I mean, we were surprised because the toxicity that we saw, it's not what they say that it applies. When we apply the high dose, the bite dose to the bees, and we fed them continuously with small, small quantities that they can take from syringes, all bees died from all chemicals tested. So nothing was safe in 24 hours. Therefore, we tried to do something else. I don't want to puzzle you with the graphs. It's difficult even for me sometimes to remember or to follow them. But what I want you to see is that for 2 hours, even the non-toxic control is always at the bottom. The control group is always at the bottom. No toxicity, no toxicity. So for 2 hours, the bees inside these tubes, they show for imidan, for example, some difference between the toxicity. But immediately, we gave them only once this tiny dose. And then, okay, as many they died. But then we followed them for 24 hours. And for 24 hours, they did not get anything else to eat. They were just controlled syrup once more, and they died even more. So the toxicity was observed much later. That means that they still had it in their body. And when we use the high dose for this small, tiny amount, then even in the 2 hours, these 2 imidan and karate products, they were quite high, up to 80% toxicity. And then 24 hours later, they reached 100%. All our bees were dead. They did not have anything alternative. And even what we call success, and it's really used a lot also for bumblebees inside the glass houses, the toxicity increased for 24 hours with very, very tiny dose. So that was, we were surprised. And then, because we hear about chronic, and we know that when we talk about chronic, it means small, small doses continuously. But I told you that when we gave the high dose continuously, all bees were dead. So we said, okay, for the low dose, the one that is sprayed, and the bees can encounter repeatedly, let's give them continuously. So we give them continuously, but again, imidan showed 100% toxicity in 24 hours, and then karate, the less toxic one, increased again differently in the different groups. The numbers here showed the different cages. And then if we use the high dose, things were completely clear. This bite technique or the bite approach is really very lethal. It is attractive, it is very lethal, and according to these preliminary results, we should not use it. It is not IPM. It is not bee-friendly. It is not ecologically friendly, because even the very low toxic ones, like Success, showed very high toxicity. And this is only the mortality. In this kind of work, we didn't have the time yet to look into the sublethal effects. And I want to just to point how many different types of sublethal tests for sublethal effects we can do, but we run. These are all for imidacloprid. And what
Jean-Marc Bonmatin presented before. It was a very good introduction. We can look into the heart function, into the respiration of the bees. This is the hypopharyngeal glands, also the size, the nature and the appearance of the fat body and what is produced in the fat body, which is actually the tissue for the immunity, population, queen survival, orientation. We lose the bees when we let them after the exposure. The viability of the sperm, the temperature that the bees control for the brood goes really down. They have no ability. Proteins for the royal jelly, mortality in the field, genotoxicity for DNA, and cognition and olfactory tests, that they all very sensitive, and they really show that our bees are more sensitive than any other animal outside in the world. So conclusions, some of these chemicals and products that they are used are really very toxic. And they are more toxic than they are shown or they are telling us that they are. So we have to be really very careful with what we call integrated pest management. And we really need to determine the attractiveness also of these formulations, because we've seen that there is attractiveness, but we need also to prove that one, maybe next time. I would like to thank you for this. Only one point, that we are talking about the chemicals that the bee finds in the environment, but we should discuss even more the chemicals that we use inside the colonies. I will stop here, thank you so much, but I would like 2 videos to play, please. It's only 1 minute each, okay? Because in fact, in these 2 videos, you see, Martin Jurfa before, he talked about the proboscis extension reflex and showed how really sensitive the bees are to recognize the syrup that you give them. And here, you just touch the antennae, you feed them, and it's a very preliminary or very primitive way of showing. While if you just touch the antennae with something that there is nothing for them to recognize. Can we have the next video, please? Then they don't respond. So please, let's all together take care of our bees. Thank you. Thank you, Fanny. No, it's okay. Voilà, merci beaucoup, Fanny. Et maintenant, c'est moi qui va vous présenter le travail. En fait, Fanny a présenté l'impact de l'IPM. L'IPM, c'est la lutte intégrée. A priori, c'est que tous les agriculteurs devraient faire au niveau européen. Et par contre, voilà, il faut un peu voir si c'est seulement avec la lutte intégrée qu'on va pouvoir vraiment changer les problématiques qu'on voit dans l'environnement. Voilà. Alors, je vais vous présenter, et comme c'est moi qui contrôle le temps, je vais me mettre ici les chronos pour ne pas parler trop. Présenter le travail que Simone Tossi a fait au niveau des abeilles sauvages, parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur les abeilles mellifères. C'est vrai qu'au niveau historique, c'est l'abeille mellifère qui a été le plus étudiée et normalement, c'était les modèles. Si on observait un impact sur l'abeille mellifère, on pensait que ça allait être de la même façon et l'impact allait être le même pour toutes les autres abeilles. Et dernièrement, voilà, on s'est posé la question, les recherches et même les régulateurs, enfin les personnes, les preneurs de décision, ils ont pensé, est-ce que c'est vrai ou pas? Et alors, on a commencé, peut-être si vous avez suivi un peu, en 2013, l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire, elle a intégré dans l'évaluation des risques des pesticides qui s'est fait avant la mise sur le marché des pesticides, ils ont recommandé de faire des tests extra sur les abeilles sauvages. Okay? Alors, et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que... C'est où qu'il faut pointer? Voilà. Et pourquoi on a fait ça?
c'est parce on avait beaucoup de problèmes sur les abeilles mellifères, et vous le savez très bien, et vous avez fait vos devoirs à vous battre pour que ça soit connu, les problèmes. Et après, quand on a commencé à voir un peu plus large, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les problèmes de perte des colonies. C'était aussi reproduit dans les abeilles sauvages, dans les papillons. Et ici, on parle de beaucoup d'autres espèces. Okay? On parle de, comme vous savez, presque 20 000 espèces. Et en fait, on voit généraliser ça dans les insectes pollinisateurs. Et on a des échos aussi pour des écologistes, non? Et les chercheurs écologistes qui voient que ce n'est pas que dans les abeilles et dans les insectes pollinisateurs qui se passe. En fait, il y a eu un gros problème dans tous les mondes des insectes en général. Okay? Alors, on s'est posé la question, comment affecte le pesticide à les autres modèles d'espèces qui ne sont pas les abeilles mellifères. Et voilà. Alors, on a d'autres modèles qui sont les abeilles solitaires. Enfin, comme vous les connaissez, ce sont les abeilles qui vont un peu isolées et elles s'accouplent, on dit comme ça. Enfin, il y a les femelles qui vont d'un côté, les mâles qui vont de l'autre côté, ils se rencontrent, ils font des bébés. Voilà. Enfin, c'est un peu différent. Ce n'est pas la vie d'une colonie comme nous avons l'habitude d'avoir. Alors, dans les cadres, comme je disais, dans les cadres des abeilles solitaires, historiquement, c'est l'abeille mellifère, dans les cadres de l'autorisation des pesticides, c'est l'abeille mellifère qui a remplacé, quelque part, représenté tous les autres. Mais voilà. Et après, on s'est vu qu'avec les pesticides, ça change un peu. Les pesticides affectent de différentes façons quelques espèces et d'autres, et que, en fait, les voies d'exposition que nous avions conçues qu'on concevait seulement les abeilles mellifères, non? Comme par exemple les pollens, les nectars, l'eau et voilà, et un peu l'air, ça augmente énormément quand on tient en compte les abeilles sauvages. Et il faut aussi avoir en compte l'exposition à travers des sols, l'exposition à travers les fibres que peut-être quelques espèces utilisent pour leur nid, ou peut-être sur les feuilles que quelques espèces utilisent aussi pour faire leur nid. Alors, ici, on rentre dans une diversité énorme de voies d'exposition qui ne se tenaient pas en compte dans l'évaluation des risques auparavant. Et voilà. Alors, normalement, ici, ça, c'est les voies qu'on tenait en compte, les façons dont les abeilles peuvent être en contact avec les pesticides. Alors, on a ici, si naturellement, on a une application en spray, en pulvérisation. Voilà, les abeilles qui sont en train de voler prennent en compte ça. Les feuilles, enfin les fleurs avec les pollens et les nectars, toutes les plantes, les arbres, enfin les feuilles, les fibres s'il y en a. Et comme je disais, avec les abeilles non mellifères, on tient en compte aussi tous les sols et toutes les matières que les abeilles utilisent pour nidifier. Et ici, en fait, on a parlé des pesticides, mais vous le savez déjà, ce n'est pas seulement les pesticides qu'on utilise pour la santé des plantes, mais on a beaucoup de pesticides qu'on utilise aussi, par exemple, pour le contrôle des insectes dans des produits vétérinaires. C'est exactement le même problème. On peut avoir une exposition des abeilles qui vient de l'utilisation des produits vétérinaires, et on peut avoir aussi une exposition de toutes ces abeilles sauvages et pour les biocides qu'on utilise pour les contrôles de ravageurs dans les bâtiments, dans les voitures, etc. Ce sont les mêmes molécules, simplement qu'elles sont autorisées par différentes voies réglementaires. Mais l'impact est exactement le même. Okay? Et multiplie énormément les voies d'exposition des abeilles, y compris les abeilles sauvages. Alors, pour l'exposition des pesticides, comme on l'a vu, elle peut être orale à travers de pollen, nectar, eau ou de miel. Par contact, comme on a dit, par l'anouage toxique, les sols, les feuilles, les fibres, etc. Ou par inhalation, une voie d'exposition qui ne se tient pas en compte. Il y a quelques pesticides qui sont volatiles. On peut les respirer et les abeilles peuvent aussi les respirer. Ça, ce ne tient pas en compte, en fait, quand on fait une évaluation des risques d'un pesticide.
Et comme on en dit mes collègues, voilà, exposition à durée courte ou longue. Et les adultes et les stades immatures, les larves peuvent être différentes et tous peuvent être exposés. Alors, quels sont les effets que la science a décrits des pesticides sur les abeilles sauvages? Voilà, on a des effets létaux, comme Fanny disait, qui amènent directement à la mort, exactement les mêmes que pour les abeilles mellifères, sauf que ça change un peu la dose. Il y a quelques espèces qui sont plus sensibles à quelques produits, d'autres qui sont un peu plus grandes et sont un peu moins. Et voilà, ça varie un peu là. Mais après, il y a une variété énorme des effets sublétaux qui ont été décrits aussi pour les abeilles sauvages. Il y a les effets sur la reproduction. Ça, ici en France, en fait, vous avez un des meilleurs chercheurs pour la recherche de la reprotoxicité. Il y a des effets sur la croissance des nids, sur le développement individuel, par exemple, et les problèmes, naturellement, surtout pour les insecticides, des problèmes d'activité, locomotion, etc. Alors, toutes les activités qui ont été largement décrites pour les abeilles mellifères, ils commencent, les chercheurs, tout doucement, à les décrire aussi pour toutes les abeilles sauvages. Et voilà. Et finalement, les effets combinés des différents facteurs de stress. Et avec ça, Simone est en train de travailler beaucoup. Et ici, je vous amène simplement un exemple qu'il a fait. Il y a le stress nutritionnel. Enfin, ce qu'il a fait, en fait, c'est d'avoir la question. OK, si on a une exposition vraiment sublétale qui ne doit pas amener à la mort, OK, mais je combine ça avec la manque de nourriture. Ou une nourriture qui est vraiment pauvre. Par exemple, quand ça pourrait se faire dans le cadre maintenant d'une sécheresse, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Alors, il a testé trois doses nutritionnelles, des quantités de nectar, avec une dose sublétale de sulfoxaflor, qui est un insecticide. Okay? Et voilà. Et on voit ça sur les osmies, qui sont des abeilles solitaires, qui nidifient dans les sols. Et quand on a ça, on voit, OK, quel va être, simplement, on va évaluer quel est l'impact de la nutrition d'un côté, quel est l'impact des pesticides de l'autre côté, et quel est l'impact des deux facteurs unis. Alors, on voit pour la nutrition, simplement, on voit vraiment que les régimes alimentaires sont déterminants pour la survie des abeilles. C'est qui, waouh, surprise, ok. La malnutrition amène à la mort, ok, voilà, c'est très bien, mais bon, en tout cas, il le prouve et il met des chiffres derrière. Après, il y a l'effet des pesticides. Il n'a pas trouvé un impact sur la mortalité. Du coup, voilà, c'est normal, il avait testé une dose sublétale. Du coup, tout va bien, il n'y avait pas la mort, ok. Par contre, ce qu'il a décrit, ce sont des effets, ce qu'on appelle les effets sublétaux. Ce sont les effets comportementaux. Et ce qui est très bien, c'est qu'il a pu les décrire. Et pourquoi ça c'est important? Ça c'est important parce que dans les cadres réglementaires, les effets sublétaux ne se tiennent pas en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de méthodologie établie pour l'évaluer. Alors Simone, il était malin et il est allé proposer une méthodologie avec des vidéos. Lui, il est très didactique. Il a fait des vidéos de tous les comportements et il a publié en fait la liste des comportements qu'on peut décrire, qu'on peut observer quand on fait un test de laboratoire. Et il a dit, voilà, régulateur, ici une méthodologie qui vous permettre d'évaluer des effets comportementaux. S'il vous plaît, tenez-la en compte quand vous faites des évaluations des risques des pesticides et quand vous autorisez les pesticides. Alors ça, c'est très bien. Il a observé dans cette étude ce type de comportement. Et maintenant, quand on tient en compte les deux, la nutrition et les pesticides, voilà, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un mécanisme de compensation pour les abeilles qui sont mal nourries. Alors, les abeilles qui sont mal nourries, ils mangent plus. Oui, surprise. Oui. Voilà. Mais ce qu'ils sont observés, et ça vous le voyez ici, c'est que les effets des pesticides sont observables simplement quand ils sont combinés avec la malnutrition.
Alors, l'effet que les abeilles soient exposées à des doses sublétales, ça fait que l'effet de la malnutrition est beaucoup pire. Alors, quand nous sommes maintenant dans un contexte de sécheresse, si les abeilles sont exposées à des doses sublétales dans l'environnement, elles vont avoir un effet beaucoup plus sévère. Et voilà. Et simplement pour l'avenir, ça c'était un exemple de quels sont les types d'études que les chercheurs sont en train de faire. Et ici, je voudrais simplement vous introduire, je crois que quelque chose qui donne un peu d'esprit pour l'avenir. C'est un projet de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire qui s'appelle IPOLERA, qui est l'évaluation des risques des pesticides, pas seulement sur les abeilles, qui est pour le moment le cas, mais pour les insectes pollinisateurs. Alors maintenant, l'EFSA, l'ANSES européen, il se pose des questions. Est-ce qu'on pourrait changer les cadres d'évaluation des risques pour ne pas intégrer espèce par espèce, mais pour intégrer tous les insectes pollinisateurs dans les cadres? Et ça, nous sommes en train de voir si c'est possible ou pas, et quels sont les besoins législatifs, les besoins réglementaires qui devraient être réalisables, disons, pour que ces changements de paradigme d'aller espèce par espèce à aller à des insectes pollinisateurs auraient besoin de se faire. Et voilà. Bon, voilà. Et avec ça, je voulais finir simplement avec des conclusions. On connaît énormément pour les abeilles mellifères. Maintenant, on connaît de plus en plus pour les abeilles sauvages. Les résultats sont très cohérents et il y a un gros problème, en fait, de point de vue généralisé, surtout quand il y a des combinaisons de facteurs de stress. Et voilà. Alors, je crois que c'est dans ces contextes des multistresseurs, des combinaisons de facteurs de stress qu'il faut tenir en compte quand on parle des problèmes des pesticides. Et avec ça, je finis. Et voilà, je passe en fait à la séance des questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup. Mes collègues, how do you want to do it? You want to stand up and then we receive questions, or you want to stay sitting down? Si, on vient? Allez, Fanny, come. Voilà, je vois qu'il y a des micros dans l'audience. Alors, n'hésitez pas à demander la parole. Levez la main et voilà, vous faites des questions. Il y a un micro, voilà, là-bas. Ne soyez pas timide. Allez-y, lâchez-vous. Où? Pardon. Là-bas. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle? Monsieur, bon matin. Je reviens sur votre intervention et sur le logiciel pour les agriculteurs. Ne devriez-vous pas inclure les effets néfastes sur leur propre santé? Alors ça serait super, effectivement. Mais on va commencer par le commencement. Là, dans le cadre du projet label Bee-Friendly, donc sponsorisé quelque part par Ecophyto 2, je crois, oui, c'est ça. Le but, c'était l'abeille. D'accord ? Mais vous savez, les messages qui passent pour l'abeille, c'est-à-dire que quand l'agriculteur va taper un nom de molécule parce qu'il le lit sur son carton ou sur sa boîte, et qu'il voit tout de suite, la première chose, c'est qu'il va voir s'il y a des problèmes pour les abeilles. Il va se dire, oula, quand il va voir très toxique, très exposé ou des choses comme ça, avec des indicateurs simples, ça va l'interpeller déjà pour la santé de l'abeille. Après, il aura un réflexe. Il se dira, bon, on le sait, ce qui n'est pas bon pour l'abeille n'est pas bon en général pour la biodiversité. Donc peut-être que ça l'amènera à réfléchir. Et avec l'espèce de graphe que je vous ai montré, où il y aura d'autres propositions finalement, toujours pesticides certes, mais qui peuvent être de moindre ampleur pour la santé des abeilles, ben, il comprendra qu'il y a peut-être des alternatives, en restant dans le chimique, hein, on se comprend bien, hein, mais il y a déjà cette idée d'alternative chimique, de moindre impact pour les abeilles et pour la santé en général et l'environnement.
Et puis petit à petit, il y aura aussi dans le logiciel des recommandations. Et les recommandations le pousseront, par exemple, à se tourner vers la lutte intégrée ou des choses comme ça. Il y aura forcément, dans le logiciel, il se construit par étapes. La première étape, c'est d'alerter les agriculteurs sur la dangerosité de certains produits et une dangerosité comparative. Les étapes suivantes, ça sera de le pousser vers des alternatives de moins en moins chimiques. Mais pour la santé des agriculteurs, vous savez, il y a un gros battage qui est fait, mais il y a une espèce de négationnisme chez les agriculteurs. Je suis désolé, mais ce négationnisme, il est entretenu, où j'entends souvent dire « Ah mais non, mais il n'y a pas plus de cancer chez les agriculteurs que dans la population générale ». Enfin, j'entends beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas soutenues par des faits et par des arguments. Et bon, je crois qu'il y a beaucoup d'informations à faire auprès du monde agricole. Non seulement sur les alternatives, mais sur les effets sur leur santé, oui. Bonjour, je voulais poser une question également. Est-ce que vous savez si cette année, il y a eu des nouveaux fongicides qui ont été utilisés? Est-ce que nous, en élevage, enfin en tout cas moi, dans mon secteur en Vendée, il y a eu pas mal de problèmes au moment de fin avril, début mai, sur les cellules royales? Alors moi, je n'ai pas d'informations particulières. Je sais que la classe des SDHI dont je vous ai parlé, alors c'est un nom barbare, mais qui est facile à prononcer. Il ne faut pas confondre avec HDMI. Il y a quelqu'un qui m'a dit les HDMI, ça m'a fait un peu rigoler. Mais bon, donc c'est bien SDHI. Elle est très populaire, elle est très utilisée. Et les agriculteurs ont tendance à changer de molécules parce qu'il sort des molécules assez régulièrement dans cette classe. Alors je ne suis pas au courant de ce qui est utilisé en Vendée, mais il suffit de faire une enquête de terrain pour savoir. Moi, je dirais, si vous avez observé ça, dis-le. Et l'année prochaine, il faudra mettre une petite étude de terrain, voir quel est le niveau d'exposition. Et après, on peut aller identifier un peu plus quelles sont les molécules qui sont intégrées dans ces problématiques. Alors, n'hésitez pas à réagir. Je crois que, en tout cas, nous, au niveau de VLive, c'est comme ça qu'on travaille. C'est vous qui a les yeux sur le terrain tous les jours. Et si dès que vous identifiez où il y a un problème, étudiez-le un peu plus, ou demandez qu'il y a quelqu'un qui l'étudie avec un peu plus de profondeur et d'entité, pour que ça puisse se décrire un peu plus. Okay? Et après, communiquez sur les observations de terrain, super important. Ne les gardez pas pour vous, ça ne sert à rien. Merci. Oui. Just a comment. Probably you already know that in Apimondia we have launched a kind of a survey for a long time now. It's continuously. And you should, when you have toxicity events, even if you don't know from what chemical, even if it comes from your own veterinary medicines, please go there and register. This way you increase the knowledge of us that there are toxicity effects all over the world. And also, please try and get, if you have this kind of events, try to have a kind of an analysis of your bees. Most probably you will not find, because they disintegrate quite easily, and you cannot really find in quantities that can be detectable, but still, maybe you will find. At least you will know, and please register this. Thank you. Oui, j'ai une question. Est-ce que les abeilles sauvages, on peut considérer qu'elles sont un meilleur marqueur de perte de biodiversité que les abeilles domestiques? Est-ce qu'elles vont être touchées de manière plus importante? Et la deuxième chose, c'est une interrogation. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir des molécules odorantes répulsives en attendant qu'on ait trouvé l'élimination des produits des pesticides, à épandre en même temps que ces produits pesticides pour que les abeilles n'aillent pas en même temps? Pour les abeilles sauvages, en fait, comment on peut dire, je trouve qu'il n'y a pas les indicateurs qui va te donner une vision de l'ensemble. Et il y a différents indicateurs qui sont complémentaires et qui va nous permettre en tirer différents messages. L'abeille mellifère est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle nous a. Elle a les apiculteurs et nous plaignons pour elle. S'il y a quelque chose qui arrive, nous commençons à parler de ça.
et nous attirons l'attention sur le fait qu'il y a un problème. Les abeilles sauvages, et ce qu'on observe en fait, c'est des tendances historiques, des tendances de population et de richesse. Disons, est-ce que la quantité des espèces est réduite, ou si les individus d'une espèce deviennent de moins en moins. Ça, c'est le type d'information qu'on peut obtenir des abeilles sauvages. Ça, ce sont des tendances qui passent à long terme. Ça doit avoir des gens qui font de l'écologie. Peut-être vous avez participé. Il y a beaucoup de projets des sciences citoyennes qui permettent d'aller recenser un peu les espèces d'abeilles solitaires que vous voyez, d'abeilles solitaires ou des papillons ou n'importe. En fait, voilà, on obtient différentes informations des différentes espèces et tous sont complémentaires et je trouve que voilà, il ne faut pas enlever une pour garder les autres. Il faut obtenir toute l'information de la plupart des choses. Pour la deuxième question, je vais être très succinct. Si je comprends bien, il s'agit de mettre un produit répulsif pour pas que les abeilles viennent butiner là où c'est dangereux, là où il y aurait du pesticide qui serait nocif pour elles. Alors, d'une manière générale, ça ne sera fait, ça, si ça marche, que si c'est obligatoire, parce que je ne vois pas du tout des gens acheter des produits volontairement pour préserver les pollinisateurs comme ça, là, pour se dire que c'est gentil. Si c'est assorti d'une obligation, par exemple, vous utilisez un pesticide, donc vous êtes obligé de prendre un produit répulsif, ça peut peut-être marcher. Après, il y a des limites. La première limite qui me vient en tête, c'est qu'il y a des cultures où on a besoin de pollinisateurs. Je pense au tournesol. Si vous mettez un répulsif sur les tournesols qui sont traités, les rendements vont être nettement moins bons. Donc pour toutes ces cultures où les abeilles participent finalement au rendement, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est au moins une des limites. Voilà, donc je ne répondrai pas plus en avant, mais je pense que la solution, ce n'est pas de rajouter de la chimie, c'est déjà sur de la chimie. Je pense que la solution, elle vient plutôt de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Il y aura peut-être des élans généreux pour le faire, mais je pense que la réglementation et la loi est là pour ça, pour l'obliger, parce que si on attend que ça se fasse tout seul, en général, ça ne vient pas. Oui. Okay. One point, because I forgot. I don't want to be misunderstood. I don't think that integrated pest management is bad, but it's just we have to be careful even with this. That's the point. Now, to the question about the biodiversity, if you think that we have how many species of honeybees? 10? Something? 12? I don't know. I didn't count them all. But we have around 20,000 species of wild bees around the world. So when we are talking about biodiversity, it's really very important, and they don't have a beekeeper behind them. So maybe this is also why there is a tendency of scientists and colleagues to think that we are competing. Honeybees are competing with the solitary bees, and then our density of the colonies is putting them also in danger. So they are using, for me, as a false argument, the bad condition of the environment, especially the last 10, 20 years, also with climate change, whatever. But there is a problem in the environment, and there is not enough food. And in some cases where our colonies are in high density, we might have a competition. In most other cases, it's not the competition of the honeybees that creates the problem in the biodiversity of the other species. It's the environment. And we need to work on this. But if we are talking about biodiversity, yes, the wild bees, it's something which is different than honeybees. Thank you. Oui, merci pour toutes ces informations. Je voudrais revenir sur le logiciel. Comment pensez-vous vulgariser un logiciel auprès des agriculteurs? Pensez-vous le faire par les coopératives agricoles, par les chambres d'agriculture, par les cahiers des charges HVE, qui aujourd'hui m'inquiètent beaucoup? Et ma deuxième question serait c'est la suivante, on n'en a pas parlé. Est-ce que votre logiciel intégrera la synergie entre les molécules? Je pense que c'est un facteur qui doit nous inquiéter beaucoup. Une molécule, d'accord,
mais la synergie entre les molécules, je pense qu'on a un petit peu oublié d'en parler aujourd'hui. Voilà. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Alors on n'a pas vraiment oublié d'en parler, je l'ai montré sur un schéma lorsque j'ai expliqué que les fongicides rendaient les insecticides plus toxiques encore pour les abeilles. C'était le schéma où il y avait un bourdon au milieu. Mais c'est vrai que c'est un point extrêmement important parce que quand on parle molécule par molécule, nous c'est ce qu'on fait au laboratoire. En général, on étudie une molécule, des fois on étudie 2 molécules en interaction ou même une molécule avec une maladie. Mais c'est très limité parce que ce sont des modèles déterministes et donc on tente de mimer ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, on le sait, c'est des cocktails de pesticides, 10, 12, 30 pesticides et c'est très difficile à estimer. Alors dans le logiciel en question, Toxibi, ça me donne encore l'occasion d'en faire un peu la pub, effectivement les synergies sont prises en compte. C'est-à-dire que alors elles sont prises en compte individuellement. C'est-à-dire que le logiciel, il va vous dire attention, cette molécule, en présence d'autres, par exemple de fongicides, a démontré d'une toxicité augmentée. Donc ça, c'est intégré dans le logiciel. Où je vais avoir un peu plus de mal à répondre, c'est sur le devenir de ce logiciel. Là, il est conçu, il est quasiment prêt. On est en train de le tester. On va le faire tester auprès d'agriculteurs et auprès d'apiculteurs qui seront volontaires pour le mettre un peu à l'épreuve, pour voir si ça tourne bien. Et ensuite, il sera diffusé. Mais je vous engage, parce qu'elle est là, Amélie Bajolet, elle est là au premier rang. Je vous engage, voilà, lève-toi. Hein, qu'on reconnaisse ton visage, voilà, elle est là, elle fait un petit coucou. Allez la voir, parce qu'elle, elle est présidente de BeFriendly, elle a défini la stratégie d'utilisation de ce logiciel et de sa dissémination. Donc, tous les conseils sont bons à prendre, mais je pense qu'on va le faire par étapes. Il va être construit avec différents modules, étape par étape, en intégrant de plus en plus les conseils pour les alternatives. Ça, c'est pas trop fait pour le moment. Et pour sa diffusion, je pense que ça va se faire étape par étape. Mais j'ai le sentiment que vous, apiculteurs, vous allez pouvoir être aussi partie prenante de ce truc-là pour promouvoir auprès des agriculteurs, donc des utilisateurs finaux, l'utilisation de ce genre de truc. Mais en fait, c'est très rapide. Il faut 3 minutes pour avoir l'info. Voilà, donc allez voir Amélie Bajolet qui est ici présente. Bien, je prends la parole pour vous donner un peu mon sentiment. Je suis peut-être candide, si c'est le cas, je l'assume, mais je ne comprends pas ce que je fais ici. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il me semblait que la mise en commercialisation de pesticides ou de fongicides, de tout ce que vous voulez, répond à un cahier de charge extrêmement long, difficile, compliqué. Et ce n'était pas comme ça parce qu'on a envie de commercialiser quelque chose qu'on l'utilisait. Et dans ce cahier de charge, il y a notamment les incidences sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le vivant d'une manière générale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on se rende compte qu'il y ait tellement de difficultés ? Comment ça se fait que ces gens qui ont mis ce type de produits peuvent encore continuer de le faire en toute impunité ? Comment ça se fait que tous les efforts qui sont faits, qui sont extraordinairement coûteux pour prouver la complication et la destruction de ces produits, comment ça se fait que tous ces coûts sur la biodiversité ne soient pas encore mis à la charge de ces gens qui ont mis ces produits sur le commerce? Comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Alors, je vais essayer de donner un élément de réponse. Quand je suis rentré sur ce sujet, c'est exactement les questions que je me suis posées. Je suis tombé les nues et je me dis, mais comment se fait? Enfin voilà, tout ce que vous venez de dire. Et j'ai cherché des éléments de réponse et je vais les partager avec vous. Les produits pesticides sont autorisés sur une base réglementaire. Il y a des règlements qui définissent des expérimentations à faire pour s'assurer que ces produits n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé des travailleurs et sur la santé générale publique. Voilà, la santé des consommateurs. Ce sont les 4 points importants. Pour ce faire, il y a des tests qui sont faits. Et c'est là que le problème commence. Ces tests sont minimalistes. Ce qu'on vous a montré ce matin, par exemple, c'est que pour la toxicité pour les abeilles, c'est un test sur 24 heures, 48 heures. Or, on vous a montré que les effets de ces produits sont importants à de très faibles doses, mais
sur des temps qui sont un petit peu plus longs, 8 jours, 30 jours. Donc, beaucoup de molécules passent les tests sans problème parce que les tests sont très restreints dans ce qu'ils observent. Ça, c'est la première chose. Après, les régulateurs, ceux qui donnent les autorisations, estiment qu'avec un certain nombre de tests minimum, ça répond à la question sur l'innocuité sur l'environnement, la biodiversité, la santé humaine. Et nous, scientifiques académiques, on dit « Ah non, on n'est pas du tout d'accord ». Parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas regardées. Quand vous faites des tests réglementaires, vous regardez que par un tout petit bout de la lorgnette. Il y a beaucoup de choses qui sont ignorées. Je vais vous donner un exemple que j'ai cité ici. Pourquoi on travaille sur le cas des SDHI? Parce que les SDHI, lorsqu'ils ont été évalués pour être mis sur le marché, on a fait un certain nombre de tests. Alors, il faut savoir que les compagnies phytosanitaires participent à la définition des tests. Ça devrait vous donner un petit indice. Donc, ils ont tout intérêt à ce que les tests soient extrêmement permissifs. Alors que nous, qui défendons la santé publique, par exemple, ou les abeilles, on a tout intérêt à ce que les tests soient très restrictifs, qu'il n'y ait pas beaucoup de trous dans la raquette, comme on dit. Eh bien, pour l'exemple des SDHI, qui sont des mythotoxiques, qui donc sont toxiques pour la mitochondrie, qui bloquent la chaîne respiratoire, cette chaîne respiratoire qui est commune à tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'on se pose des questions pour la santé humaine. Eh bien, figurez-vous que la mytotoxicité, cette toxicité pour la mitochondrie, et donc les cancers que ça peut générer, ça ne fait pas partie des tests. Donc, on ne regarde pas. Donc, on part du principe que ça va être bon, mais sans en avoir aucune assurance. J'espère que ça répond à votre question. Et donc, ça, c'est le boulot de l'EFSA, qui, décliné dans chacun des pays de la communauté européenne, ce sont les boulots des agences nationales de sécurité sanitaire de l'environnement, tout ça, de l'ANSES, que vous devez connaître. Et donc, moi aussi, je me suis posé les mêmes questions. Je suis allé investiguer, je suis rentré dans les comités d'experts. Maintenant, je ne suis pas du tout ici en tant que membre du conseil scientifique de l'ANSES, mais je suis dans le conseil scientifique de l'ANSES et je leur dis comment se fait-il. Je pose exactement les mêmes questions, je vais un peu plus loin, je fais des propositions pour que cette situation ne puisse pas durer. C'est beaucoup trop permissif. Alors, les compagnies phytosanitaires disent « Ah ben oui, mais si on devait suivre les lignes guides qui sont écrites par les scientifiques pour faire des tests rigoureux et qui ne laissent pas de trous dans la raquette, on interdit 90% des pesticides, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Et lorsqu'on propose des lignes guides plus restrictives, qui sont donc plus protectrices pour l'environnement, les pollinisateurs, la biodiversité et la santé, eh bien, ces propositions qui sont faites ne sont pas votées par les États membres parce que c'est contre certains intérêts économiques. Nora pourrait très bien en parler parce qu'elle a suivi le dossier de ce qu'avait proposé l'EFSA en 2013, qui aujourd'hui, 2022, n'a toujours pas été adopté par les États membres pour protéger l'environnement, la biodiversité et la santé. Et je voudrais finir simplement pour dire que ça, c'est l'évaluation des risques, qui est un travail plus scientifique. Alors, il y a des petites choses à améliorer dans la partie scientifique, et nous y travaillons. Et après, il y a la gestion des risques, qui est la prise de décision. Et la prise de décision, et ceux qui décident quels pesticides sont autorisés ou pas, ça, ce sont les États membres, les ministères. Un ministère de n'importe quel pays pourrait décider de ne pas autoriser quelques produits ou d'autoriser quelques produits seulement pour quelques utilisations. Moi, je vous demande, je vous suggère de vous mobiliser pour aller à vos ministères et faire des demandes. C'est, en fait, dans l'Europe, on parle beaucoup de ouais, l'Europe, très bien. Mais dans l'Europe, chaque pays est souverain. Et chaque pays décide qu'est-ce qui se passe dans son territoire. Alors, voilà, utiliser la force un peu du peuple pour définir la vie et l'environnement que vous voulez avoir dans vos pays. Je crois que, voilà, je peux, disons, nous, en tout cas, nous sommes en train de faire notre travail à notre niveau, mais il faut avoir bien conscience de la force que nous avons chacun pour faire changer la situation. Et il faut bien savoir qui a la responsabilité de faire le changement. Thank you, Noah, because you just spoke my mind. Why we are here, why I am here, because
I think that even if we give you the smallest more knowledge that we can, and we can fill your mind of what we are doing and all the results that we can see out there when we are in the laboratory or in the field of what is happening, we can convince you that we have the power, the knowledge to demand for more tests, for more sensitivity in our tests, in the risk assessment, and also to make you feel a little bit guilty together with us, together with our politicians, because we all have a role. What Noah just said is that we want really not only to mobilize you, but we want to make you very demanding and to fight together with us through the politicians, through the groups, through your associations, local governments, European Parliament, but also some of the very important and scientific agencies and bodies like OECD, like EFSA, like experts groups. We have to be there as scientists. Some of our colleagues, they are afraid to be part of this. They should not. They should come with us. And you should be a little bit more, have more faith in your scientists and have more support. When we are asking for signatures, we are asking for questionnaires, please try to be with us. That's all. That's how we are going to do it. To fight more. Thank you. Merci Fanny. Et ça fait un super message pour faire la transition à la deuxième partie de cette séance. Et je voudrais inviter Monsieur Faux pour la partie suivante. Maintenant, on va attaquer plutôt légal, réglementaire, politique. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui travaillent aussi là-dessus et dans différentes approches. Nous font... comme tu le disais, une transition idéale avec les points que nous allons aborder maintenant. On vous a dit que la matière était encadrée par des règlements, et en effet, depuis une période assez ancienne aujourd'hui, depuis 1991, il existe une directive qu'on appelle la directive 91/414, qui est une directive qui établit les bases de la réglementation de la délivrance des autorisations de mise sur le marché sur le territoire de l'Union européenne. Cette directive 91/414, elle comprenait déjà, pour nous juristes, une petite boîte à outils extraordinairement précieuse que nous avons craint de voir disparaître, parce que c'était la petite boîte à outils qui nous permettait d'obtenir des succès dans les affaires du Gaucho, du Régent, du Cruiser, etc. Et lorsqu'il a été décidé de remplacer la directive 91/414 par un nouveau texte de nature européenne, qui est un règlement, le règlement 1107/2009, qui est intervenu en 2009, nous avons eu grand peur de voir disparaître notre petite boîte à outils, celle qui nous avait permis sur le territoire national d'obtenir du Conseil d'État l'invalidation d'un certain nombre d'autorisations de mise sur le marché des produits néonicotinoïdes dont on avait découvert l'existence, nous les praticiens, à peu près dans les années 94-95, pour la première fois par leurs effets dévastateurs dans les champs. Donc, si vous voulez, pour nous, il y a ces deux grands textes qui sont les textes fondateurs, et c'est à partir de ces deux grands textes que nous avons travaillé, mon cabinet, essentiellement sur la protection des abeilles. Après ce petit prolégomène, je voudrais vous remercier infiniment de nous inviter à nouveau pour vous expliquer quelles sont les stratégies juridiques que nous avons pu mettre en place pour parvenir, bon an, mal an, à un très grand nombre de succès et à être un instrument de pression pour vous auprès des pouvoirs publics pour parvenir aux améliorations que vous avez obtenues. Merci donc de m'accueillir et d'accueillir mon collaborateur, qui est le plus jeune collaborateur de mon cabinet, qui est né alors même qu'à peu près à la même époque de la création de ces textes et de l'apparition des néonicotinoïdes, Nicolas dos Santos Cagarello, qui a fait sa thèse de doctorat précisément sur les questions qui sont traitées au cabinet sur ce point. Alors, je ne l'aurais peut-être pas fait il y a quelques années en me présentant devant vous, mais maintenant, comme tout ça, ce sont des acquis, je peux le faire
sans rien masquer, mon idée est un peu de vous révéler quelle a été notre stratégie contentieuse, ce qui a été générateur de succès, ce qui n'a pas été générateur de succès. Et connaître ces stratégies contentieuses, ça nous permet de nous orienter sur ce que nous devrons faire dans l'avenir. Alors, il y a deux méthodes dans la stratégie contentieuse pour un juriste. Contentieuse, c'est-à-dire quand on veut attaquer une autorisation de mise sur le marché. Il faut être pratique, c'est ça. Quand on veut attaquer une autorisation de mise sur le marché. Il y a deux méthodes possibles. Elles ne sont pas incompatibles, mais souvent elles ont été menées l'une à côté de l'autre ou l'une à la place de l'autre, et ce n'était pas forcément un bon plan. La première approche, c'est une approche qui est purement scientifique, c'est-à-dire qui consiste à questionner les scientifiques pour leur demander si tel produit, telle substance revêt un caractère particulièrement toxique pour l'entomofaune ou pour l'environnement plus généralement. Et nous avons très vite constaté que cette méthode, elle nous conduisait à un mur parce que peut-être certains d'entre vous ont vu à la télévision cet excellent reportage qui s'appelait, le documentaire qui s'appelait La fabrique du mensonge. Eh bien, ce questionnement des scientifiques nous menait, nous, juristes, tout droit, vers une espèce de fabrique du mensonge qui était l'œuvre de nos adversaires, puisque à des études scientifiques que nous produisions, nous étaient opposées des études scientifiques très nombreuses, évidemment très documentées, réalisées à grand renfort de fonds, d'argent, si bien que nous trouvions avec nos arguments présentés à un juge qui, de l'autre côté, se trouvait face à des arguments inverses, et le juge n'est pas un scientifique, sa vocation n'est pas d'être un scientifique à la place des scientifiques, et donc nous nous heurtions au mur de la réponse du juge qui était « je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas arbitrer entre les différentes thèses qui me sont présentées ». Donc c'était un peu un cul-de-sac. À partir de ce premier constat, je dirais c'est le constat du début des années 95, on va dire, 95 à 98. À partir de ce constat, on a très vite vu que la stratégie était mauvaise. Nous en avons adopté une autre qui s'est révélée alors dévastatrice pour nos contradicteurs. Cette autre approche, c'est celle du contrôle du traitement administratif des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. On s'est aperçu, et là c'est ma petite boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il existait à l'époque dans la directive 91/414, et puis ça a été conservé fort heureusement dans le règlement 1107/2009, il existait des instruments de régulation objectifs qui dictaient les méthodologies applicables pour la présentation des demandes d'autorisation de mise sur le marché. Le premier, ces deux éléments sont extrêmement importants, spécialement pour les néonicotinoïdes, je vais vous dire pourquoi. Le premier instrument qui était déjà dans la directive 91/414, dans son annexe 6, c'était la notion de quotient de danger. On établit pour chaque substance active, pour chaque produit phytopharmaceutique, qui est la mise en forme commerciale des substances actives, on établit ce qu'on appelle un quotient de danger. Je vous fais grâce du calcul de la méthode de calcul du quotient de danger. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode de calcul qui est objective. Elle résulte de la combinaison de paramètres objectifs et la méthode conduit à l'établissement d'un quotient de danger qui est objectif. Les textes prévoient que lorsque ce quotient de danger est supérieur à 50, ce qui est évidemment le cas de tous les néonicotinoïdes, puisque pour ces substances, le quotient de danger avoisine les 3000, 4000, quelquefois 11 000, donc on est très au-delà de 50. Un dispositif particulier d'autorisation de mise sur le marché se met en place, et ce dispositif, c'est le suivant. Le fabricant doit établir qu'en cas d'exposition potentielle des abeilles, une évaluation appropriée du risque doit établir que l'utilisation du produit dans les conditions proposées, c'est-à-dire dans les conditions commerciales proposées, n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles, la survie et le développement de la colonie à court et à long terme. Donc, à partir de ce qui était du dispositif d'autorisation de mise sur le marché, qui était un dispositif assez simple,
pour les fabricants. Le franchissement du quotient de danger de 50 impose une batterie d'expérimentation infiniment plus coûteuse, longue à réaliser, complexe, qui doivent aboutir à la démonstration que l'utilisation du produit n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles, la survie, le développement des colonies à court et à long terme. Et cela, non seulement en milieu artificiel, mais en milieu naturel, c'est-à-dire au champ. À partir de là, nous avons regardé quelles avaient été les exigences de l'administration à l'égard des fabricants pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits néonicotinoïdes, et nous nous sommes aperçus que cette démonstration exigeait, en cas de franchissement du seuil de 50 du quotient de risque, ces exigences, elles n'avaient pas été formulées par l'administration. Si bien que se trouvaient sur le marché, je prends là l'exemple du Gaucho du Régent, ces autorisations de mise sur le marché avaient été délivrées en méconnaissance de l'obligation faite aux fabricants d'opérer la démonstration que je vous ai rappelée déjà à deux reprises tout à l'heure. Et c'est cela qui nous a permis d'avancer. Ça n'est pas la démonstration scientifique, c'était la démonstration du non-respect de la méthodologie à utiliser. À partir de là, nous avons presque abandonné l'idée de produire des démonstrations scientifiques, c'est plus dangereux, c'est moins dangereux. Nous avons presque abandonné ce champ. Et je dirais que ce que nous avions fait sortir par la porte est rentré par la fenêtre, parce que cette démonstration scientifique, elle a été utile pour autre chose. Et là, c'est une autre chose que nous devons essentiellement au sénateur Joël Labbé, qui a été la promotion d'un texte sur l'interdiction générale des produits néonicotinoïdes, qui ne pouvait plus se faire seulement à partir de notre petite boîte à outils, mais qui nécessitait la prise de conscience des pouvoirs publics de ce que les produits néonicotinoïdes présentaient intrinsèquement une dangerosité telle qu'ils ne pouvaient pas être admis dans la famille des produits de traitement de l'agriculture en France. Et ce n'est qu'après que le sénateur Labbé ait réussi à faire passer avec beaucoup d'habileté le texte qui a interdit sur le territoire national les produits néonicotinoïdes que l'Union européenne s'est décidée, par une décision du Conseil, s'est décidée à interdire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne les produits néonicotinoïdes. Immédiatement, cette directive a été attaquée par Syngenta et par Bayer, et nous vous avons représenté, vous les apiculteurs, devant le tribunal de l'Union européenne et devant la Cour de justice de l'Union européenne, aux côtés de la Commission européenne, pour tenir bon sur cette interdiction à l'échelle de l'ensemble du territoire de l'Union. Et nous avons obtenu, d'abord du tribunal de l'Union, ensuite de la Cour de justice de l'Union, que les textes d'interdiction pris par la Commission européenne pour l'ensemble du territoire de l'Europe soient maintenus. Je dis encore un petit mot pour terminer sur ce sujet de la réintroduction du scientifique dans le débat. Nous n'avons pas fait l'économie malgré notre petite boîte à outils très technique, très carrée, nous n'avons pas fait l'économie de réintroduire de temps en temps le débat scientifique pour montrer aux juges que nous saisissions l'intérêt d'appliquer les règles de notre petite boîte à outils. Et je ressens ça un peu comme un danger aujourd'hui. Nous l'avons obtenu d'abord du tribunal administratif de Versailles dans l'affaire du Cruiser, où nous avons dû démontrer qu'une étude, dite étude de Henry, démontrait la toxicité de la substance active du Cruiser, et c'est sur ce terrain-là, et non pas avec notre petite boîte à outils, que le tribunal administratif de Versailles nous a donné raison. Et puis, plus récemment, dans une affaire qui s'est développée à Nice et devant la Cour administrative d'appel de Marseille, nous avons à nouveau réintroduit cette notion de dangerosité scientifiquement démontrée, et c'est sur ce fondement que
que à la fois le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille ont prononcé des annulations d'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Si on veut bien me laisser 2 minutes, je voudrais dire un mot sur... C'est juste un mot sur un sujet qui a été précisément abordé par la question tout à l'heure, c'est la question des effets cocktails. Alors cette question des effets cocktails, nous on l'a abordée très tôt dans nos contentieux parce que on a compris assez vite que dans un produit phytopharmaceutique, qui est le produit commercialisé, il n'y avait pas forcément une seule substance active. Il faut savoir que dans le régime aujourd'hui, les substances actives, elles sont autorisées au niveau européen et que les produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire un peu comme les médicaments, les spécialités phytopharmaceutiques, elles sont autorisées au plan national. Et on a vu que dans les produits autorisés, il y en avait qui mêlaient plusieurs substances actives. Et on s'est donc posé la question, mais est-ce que l'administration a bien constaté qu'il y avait 2 substances actives et donc on ne pouvait pas considérer que la dangerosité était celle de la substance active majoritairement présente dans le produit qui était autorisé? Eh bien, à plusieurs reprises, on a constaté que l'administration avait fait un choix délibéré qui était celui de ne prendre en considération que la toxicité résultant de la substance active majoritaire dans le produit, en ignorant l'ensemble des autres coformulants et même en ignorant les conformulants qui avaient la qualité de substance active au sens européen. Et nous avons fait annuler un certain nombre d'autorisations de mise sur le marché sur ce fondement, en montrant que l'effet cocktail, c'est-à-dire l'effet synergiste entre les 2 substances actives, 2 ou 3, il y a quelquefois c'est 3, les 2 substances actives qui se trouvaient dans le produit n'avaient pas été pris en compte. Et vous en avez qui sont extrêmement importants. Par exemple, les produits qui contiennent, en même temps qu'une substance active, qui contiennent un surfactant, qui lui-même est une substance active. Eh bien, le surfactant qui décape la surface des végétaux a pour conséquence d'entraîner une pénétration infiniment plus importante dans le végétal qu'elle ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu le surfactant. Et donc, une pénétration des substances actives beaucoup plus importante à l'intérieur des végétaux et donc une biodisponibilité beaucoup plus importante à l'égard de l'entomofaune qui vient après se balader et se nourrir sur les végétaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose que nous avons déjà un peu vu, mais il y a encore des trous dans la raquette, comme on disait tout à l'heure. Il y a des trous dans la raquette, et là je pense que les autres intervenants vont en parler, puis je serai prêt à répondre à vos questions, et Nicolas dos Santos Cagarello pourra répondre aussi à ces questions techniques. Vous voyez, les stratégies, on les a mises en œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait aussi peur, qu'on a fait reculer énormément les firmes phytopharmaceutiques. Mais tout ça est très pointu. C'est assez difficile à vulgariser. J'espère que tout le monde m'a compris. Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci Bernard. Et je voudrais demander à Daniel Teuf de présenter... voilà. Merci beaucoup. J'étais simplement de passage pour voir mes amis apiculteurs, et puis votre président Gilbert Morizur m'a contraint de venir à cette table, donc ce que je vais vous dire est parfaitement improvisé. Il m'a demandé, parce qu'il sait que j'ai été maire de Languette, une petite commune à 25 km de Rennes, qui était, si vous voulez, qui est connue pour ses avancées sur le plan écologique. Ça fait partie du patrimoine écologique de Bretagne en particulier. Première cantine 100% bio de France, c'est à Languette. C'est un village qui produit 100% de son électricité, qui est 80% indépendant des énergies fossiles, qui a créé du logement social très écologique. Et les dernières performances, ce sont des logements en accession sociale, 0 carbone, 0 déchet, 0 fondation, toilettes sèches et une consommation d'énergie électrique de 30 € d'énergie par an. Donc un village qui est assez médiatisé, avec d'autres villages comme Los Angeles dans le nord en particulier, et il y a des articles sans cesse du style, par exemple, le titre du Figaro, Languette, l'Eldorado écolo. Voilà. Sauf qu'un jour, il se passe un événement important dans le village, 600 habitants, c'est qu'on s'aperçoit que les maladies professionnelles reconnues par la mutualité sociale agricole des agriculteurs
est aussi la maladie des riverains que nous connaissons. C'est un choc. C'est un choc terrible. Le bruit court dans le village qu'effectivement, les pesticides sont responsables de ces maladies. Donc les habitants viennent de me voir, d'autant que certains d'entre eux ont fait des analyses d'urine qui montrent notamment une petite fille qui a 30 fois un taux dans les urines, 30 fois supérieur à la norme, un taux de glyphosate, alors que ses parents soutiennent que l'enfant mange bio à la cantine, évidemment, de la commune, mais aussi chez eux. Donc d'où vient cette présence de ces pesticides, de ce glyphosate dans le corps humain? Et donc, les habitants viennent me voir et ils me disent, écoutez, en 2016, vous avez pris, monsieur le maire, un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles dans un rayon de 3,5 km autour d'une ruche du village. Vous pourriez peut-être prendre un même arrêté d'éloignement des pesticides de nos maisons, pour que l'on respire moins. Donc je m'apprête, je dis qu'est-ce que je peux faire? Je téléphone à mon compagnon de route, Joël Labbé, je lui dis écoute, je suis bien embêté, il faudrait que je prenne un arrêté, est-ce que tu peux me conseiller? Joël me conduit vers une association, l'association Rexter, qui est composée de juristes du barreau de Versailles, avec qui nous créons donc un arrêté municipal, sur le motif que, suivant, c'est de faire jouer la police générale du maire, qui, au nom d'une carence de l'État à le faire, protège en lieu et place d'un État défaillant sa population. Donc c'est un arrêté de protection pour l'Angouette qui est assez bien bordé sur le plan juridique, je dois dire. Ce qui fait peur à Madame la préfète qui vient d'arriver en Bretagne et qui, pressée certainement par le syndicat majoritaire, dit il faut absolument que cet arrêté soit cassé parce que sinon il y a un risque de jurisprudence. Arrêtez-nous ça. Et donc Madame la préfète, au lieu de venir me voir pour discuter, elle fait un article dans le journal Ouest France en disant si d'aventure monsieur le maire de Langouette ne retire pas son arrêté, je le convoquerai au tribunal administratif. Le communiqué de presse est publié par Ouest France. Le lendemain, toutes les associations de France et de Navarre m'appellent en disant monsieur le maire, tenez bon, on est avec vous. Je reçois des milliers de cartes, des dizaines de milliers de cartes, des messages à n'en plus finir, 3 menaces de mort et une lettre d'amour. Le tribunal administratif est convoqué, 130 communes dans un collectif qui a été parrainé par Joël, collectif des maires anti-pesticides, prennent le même arrêté. Et nous nous retrouvons tous au tribunal, souvent avec une foule énorme à nous soutenir. Et le tribunal hésite, le tribunal de Versailles nous donne raison, puis après tort, etc. Et au final, c'est le Conseil d'État qui tranche. Et le Conseil d'État dit ce n'est pas au maire de faire jouer sa police générale du maire, quand bien même il y aurait une carence de l'État à protéger sa population. C'est seul le ministre de l'Agriculture qui peut le faire. Mais le Conseil d'État demande également, exige, pas dans le même arrêté, mais dans d'autres arrêtés, exige que le gouvernement prenne des mesures de protection de la population. Et l'État prend des mesures. Éloignement de 3 mètres, éloignement de 5 mètres, éloignement de 10 mètres. Mais en plus, figurez-vous, avec des possibilités de dérogation locale, à 0 mètre, la plupart du temps. Donc évidemment, nous faisons casser par le Conseil constitutionnel ce dernier aspect des accords locaux, puisqu'on ne peut pas dire d'un côté que le maire n'a pas la possibilité de protéger sa population et de permettre des accords locaux. Donc le Conseil constitutionnel a jugé hors la loi le gouvernement sur cet aspect-là. Mais ils ont remis ça, des accords locaux qui sont encore en train d'être discutés et qui consistent en fait à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un SMS, on va vous dire on va y pendre et on va vous dire tous aux abris. Parce que si vous ne mettez pas aux abris, c'est ce qui va être reproché après quand on va ester en justice pour dire mais il y a telle maladie professionnelle, il y a telle maladie des riverains, c'est qu'on vous avait prévenu. Vous auriez dû vous protéger, vous auriez dû rentrer chez vous, vous auriez dû rentrer vos gosses, vous auriez dû vous calfeutrer. Donc, il y a là quelque chose qui se joue de façon forte. Et quand on disait tout à l'heure sur les conditions de mise sur le marché des pesticides, notre avocate, Corinne Lepage, me dit, vous savez, monsieur le maire, les produits sont mis sur une base déclarative de bordereau cerfa, qui est produit par les producteurs de pesticides eux-mêmes.
Je dis, écoutez, maître, on a assez d'ennuis comme ça, vous ne pensez pas qu'on... Et tellement vexée, elle m'a envoyé les 1264 bordereaux CERFA, qui effectivement sont des bordereaux qui attestent par les structures, le maître l'a dit, par les producteurs de pesticides eux-mêmes de la dangerosité ou la non-dangerosité, en l'espèce, de leurs produits. Donc nous sommes face à une difficulté de santé publique, face à un gouvernement qui ne prend pas la mesure des décisions à prendre. Sauf que la bagarre va continuer, notamment sur le fait que les pesticides créent dans l'eau des métabolites. Ces métabolites sont jugés par les agences régionales de la santé comme étant dangereux pour la santé et demandent donc aux syndicats producteurs d'eau de retirer ces métabolites. Les syndicats sont obligés de le faire. Ça va faire augmenter en Bretagne en particulier très fortement le coût de l'eau puisqu'il faut acheter des charbons, des pollueurs, etc. Nous allons tenter avec certains syndicats de traitement des eaux d'ester en justice pour traîner les producteurs de pesticides en disant « vous polluez notre eau, vous devez la dépolluer », le principe pollueur-payeur qui est dans la Constitution française. Vous voyez, on n'est pas au bout de nos peines. Merci Daniel pour votre histoire. C'était vraiment inspirante. Voilà, Joël, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous. Et ça me plaît toujours lorsqu'il y a les acteurs de terrain, les citoyens, les juristes et les chercheurs. Et en se mettant... et les politiques, évidemment, puisque je suis dedans. Vous aurez toutes et tous compris que les pesticides, quand ils ne sont pas, les pesticides de synthèse, quand ils ne sont pas utilisés sur un territoire, eh bien le territoire se porte mieux. Les abeilles, vos abeilles se portent mieux et l'ensemble des pollinisateurs, mais l'ensemble du monde vivant se porte mieux également. J'ai été élu sénateur en 2011 et l'un de mes premiers travaux, ça a été de participer à une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. Mission très intéressante. Ce sont des outils qui nous permettent, d'une manière pluripolitique, parce qu'on était 27, représentant tous les partis politiques du Sénat, à mener des investigations et entendre des chercheurs, des spécialistes, des acteurs de terrain qui utilisent les pesticides, ceux qui ne les utilisent pas, ceux qui les vendent, et aussi des scientifiques. Et parmi les scientifiques, je fais la connaissance de Jean-Marc Bonmatin, qui lui s'intéressait à la santé des abeilles et le lien avec les néonicotinoïdes. Donc on prend contact, on fait connaissance et je lui demande de venir intervenir devant les membres de la mission. C'était à Saint-Nolff. Je me rappelle encore de la démonstration qui a été faite. Et là, tous mes collègues qui entendaient ça, et que ça venait de la bouche d'un scientifique, c'était irréfutable. Ça a eu un impact pour la suite. Bon, la mission, je vous la passe rapidement, 6 mois. Au bout de la mission, je me dis, il faut faire quelque chose. Et je dis à mes collègues, ce que je vais faire, moi, je vais travailler une proposition de loi pour interdire les pesticides sur les espaces publics des communes et dans les jardins domestiques. Je savais de quoi je parlais, puisque depuis 2005, sur la commune où j'étais maire, on se passait des pesticides, donc c'était possible. Alors on me regarde avec une certaine ironie. Joël, tu es un peu utopiste ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Jamais tu pourras faire passer quelque chose comme ça. Je me suis donné 1 an, j'ai travaillé, j'ai reconsulté, revu Jean-Marc de Bonmatin, écouté de nouveau, et d'autres spécialistes. Et au bout d'1 an, donc, on a trouvé une majorité pour interdire les pesticides sur les espaces publics des communes, application 1er janvier 2017. Et puis dans les jardins domestiques, application 1er janvier 2019. Tout le monde devait être sinistré, ce devait être une catastrophe, et tout le monde en vit bien et tout le monde s'en porte bien. On avait dû déroger sur 2 espaces particuliers, les cimetières, étant donné le côté extrêmement sensible du cimetière, culturellement, et les terrains de sport. Je m'étais dit, parce qu'on me dit tu ne devrais pas lâcher là-dessus, je m'étais dit, s'il n'y a plus que sur les cimetières et les terrains de sport, ce n'est pas gênant, et puis on verra bien après. Et de toute façon, je n'avais pas de majorité si je les maintenais dedans. Eh bien, en 2022, par voie réglementaire, les cimetières et les terrains de sport ont été
inclus dans l'interdiction. C'est dire avec ténacité, sans rien lâcher. En politique, finalement, c'est de trouver une majorité. Alors on dit c'est facile à dire, mais encore faut-il la trouver. Mais au final, en essayant, enfin c'est pas en étant convaincant et en se faisant des alliés. Alors j'ai parlé de Jean-Marc, mais je parle aussi de l'Union nationale des apiculteurs et aussi des autres acteurs de l'apiculture, de l'agriculture biologique. Autant de gens qui ont été pour moi des soutiens et ont permis, avec mes collègues, de trouver cette majorité. Les néonicotinoïdes, en 2 mots, Jean-Marc en a parlé, donc j'avais décidé, en lien avec lui, de faire une résolution européenne. C'est cette fameuse fois où on se moquait de moi à la tribune et j'ai arraché ma cravate de colère. Et si on m'avait dit que 2 ans après, les néonicotinoïdes auraient été interdits par la loi, je ne l'aurais pas cru. Et ça s'est fait. Là, je fais vite. L'appel de Quimper des apiculteurs. J'ai lu, avant de le signer, j'ai lu avec attention tous les 12 points. En fait, ça correspond, mais je ne suis pas le seul, exactement à ce qu'on demande comme pratique sur le terrain, sur les espaces ruraux, dans la nature, de telle sorte que si c'était appliqué, alors certes, il faut le temps, on ne peut pas dire qu'on va tout arrêter tout de suite, mais si c'était appliqué, le monde change, mais le monde ne s'arrête pas de tourner, il se met à tourner dans le bon sens. Daniel Koeff a parlé tout à l'heure des métabolites dans l'eau. On s'est mis à travailler là-dessus. Pour moi, c'est la dernière proposition de loi que je vais faire. Ça va être d'interdire les pesticides sur les périmètres de protection de captage. Là, on s'attaque à du lourd. On va beaucoup communiquer là-dessus. On va beaucoup s'appuyer sur l'ensemble des acteurs et les scientifiques, encore une fois, mais en utilisant les compétences des juristes aussi, de telle sorte qu'on puisse y arriver et avancer. Quant à la loi Labbé, je vois Eric qui attend son tour. Il y a aussi, je me disais, sur la France, c'est bien de l'avoir fait, mais la France est un pays européen et ce serait bien que la loi, elle devienne européenne. Alors, dans le projet de règlement pesticides de la Commission européenne, c'est inclus, le périmètre de la loi Labbé est inclus, mais comme on en parlait tout à l'heure, il y a encore un parcours de combattant à faire pour que ce règlement soit adopté. En tout cas, merci et bravo pour tout le travail que vous menez. Et puis, on croise les doigts en se disant que les jours meilleurs sont en train d'arriver. Merci beaucoup, Joël. Voilà, je passe la parole finalement à Eric Andriot pour donner les côtés européens, la vision européenne. Merci beaucoup pour ce moment. Merci d'abord à l'UNAF de m'avoir invité. Merci sur ce bel événement. Comme l'a dit Joël, la rencontre à la fois de scientifiques, de politiques, d'acteurs, d'apiculteurs, que vous êtes toutes et tous. Et je crois que si certains s'interrogeaient de savoir ce qu'on faisait ici tout à l'heure, j'ai entendu les propos, quand on entend Daniel Koeff, on entend Joël Labbé et tout à l'heure les propos des divers scientifiques, je crois que les choses sont assez claires. Le combat est en cours, il n'est jamais gagné. Et donc il faut le poursuivre. Voilà. Et j'ai envie de dire que nous, en tant qu'acteurs politiques, on a besoin de vous, les apiculteurs, on a besoin de vos syndicats, et je salue le boulot de BeLife qui est fait aujourd'hui au niveau européen. Et il y a des résultats, on n'aura pas le temps de tous les énoncer, mais ils sont réels. Donc, et vos syndicats français aussi ont des résultats. Et puis les scientifiques, on a aussi besoin de vous, et vous le savez, et on travaille main dans la main, parce qu'on a en face de nous des adversaires, ça ne vous a pas échappé, qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs, ou toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, la vision du monde. Et je voudrais, pour cela, en début de mon propos, revenir sur la conclusion de Martin Jurfa, ce matin, qui a fait d'abord une excellente intervention sur le côté cognitif des abeilles. Il a terminé, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces 2 derniers mots de sa conclusion, qui disaient tout simplement, il faut respecter, quand on a compris ce qu'était l'abeille et l'animal, il faut respecter l'animal, il faut le protéger. Oui, ô combien, et combien je partage cette affirmation. Mais est-ce que l'homme aujourd'hui respecte l'homme?
Et je nous renvoie à cette réflexion-là. Et est-ce que l'homme aujourd'hui protège l'homme? Eh bien, pour vous faire un aveu, je ne le crois pas vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système qui, effectivement, doit nous interroger et sur lequel nous devons agir en tant qu'acteurs citoyens, tout simplement, puisque nous sommes, allez, on va dire, à 40 ans de mise en perspective d'un système très, très libéral, où on a tout axé sur le marché, finalement, où tout devait se réguler. Et lorsqu'on regarde les résultats aujourd'hui en matière de santé humaine, et les propos de Jean-Marc Bonmatin ne sont pas là pour nous rassurer, finalement, lorsqu'on parle de néonicotinoïdes. On aurait pu parler de perturbateurs endocriniens, ou qu'on regarde le monde dans lequel nous vivons en matière de biodiversité, et vous êtes là ici pour en témoigner, en matière d'eau, en matière d'air, finalement en matière de biens communs, on ne peut pas s'interroger sur cette notion-là de protection et de respect, finalement. Et je pense qu'il faut qu'on agisse au quotidien, et c'est un engagement politique sur lequel on doit être acteur. Mais dès lors que l'on a, depuis 40 ans, financiarisé le monde, dès lors qu'on a érigé comme seul totem de la réussite l'argent, effectivement, on arrive à des résultats qui sont aujourd'hui dramatiques pour tout un chacun. Et je pense que c'est là que nous devons combattre. Et vous, en tant qu'apiculteurs et apicultrices, vous en tant que syndicat, vous êtes, j'ai envie de dire, des acteurs particuliers dans les travaux que nous essayons de conduire, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques. Comme l'a dit Joël, le problème en politique, surtout en démocratie, c'est qu'il faut construire des majorités. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Et sincèrement, je le dis, il y a des outils européens, l'initiative citoyenne européenne, par exemple, qui permet de faire avancer au niveau européen. Alors c'est long, oui, mais ça permet de nous obliger à débattre au sein de la Commission européenne, au sein du Parlement européen, au sein du Conseil européen, pour faire avancer les causes. Parce que l'adversaire, dans un monde financiarisé, a beaucoup plus de moyens que ce que nous pouvons avoir ici tous réunis. Je veux le dire ici parce que il y a quelques années, peu maintenant, au moment des Monsanto Papers, ça vous parle certainement, cette aventure-là, nous avons créé au sein du Parlement européen une commission pour évaluer le protocole de mise en marché des pesticides, et auquel faisait référence Maître Faux tout à l'heure. Et donc nous avons, alors au début d'ailleurs, on voulait l'appeler la commission glyphosate. C'est une petite anecdote que j'évoque rapidement, mais très vite, un des groupes politiques a dit non, il faut évaluer l'ensemble des pesticides. Et donc, on va l'appeler la commission pesticides. Et vous savez qu'au Parlement européen, on prend toujours l'acronyme des 4 premières lettres. Et c'était commission PEST. Et finalement, ça m'allait très bien pour tout vous dire, donc nous avons accepté de l'appeler commission PEST. Et nous avons, ensemble, pendant 1 an, évalué le protocole et observé et dénoncé tous ceux qui n'allaient pas, ça serait trop long à exposer, mais il y a un grand nombre de points, une centaine, qui pointent vraiment les dysfonctionnements dans la méthodologie d'autorisation donc sur le marché des pesticides. Aujourd'hui, nous sommes quelques années après, on va réautoriser, ou pas, je l'espère, le glyphosate. Donc, on est dans la dynamique, je vais en dire 2 mots. Très peu de préconisations faites par les parlementaires européens ont été prises en compte par la Commission, et nous allons le dénoncer, d'ailleurs, vous allez le voir dans la presse, dans les semaines qui viennent. Parce que nous sommes dans un moment où, encore une fois, les grands lobbies de l'industrie, que ce soit Bayer, on ne va pas tous les citer, ils sont nombreux, quoique de moins en moins d'ailleurs, ça se concentre. BASF, pareil, pour ne pas les nommer, donc ils sont des grands groupes allemands, vous le savez, sont vraiment à la manœuvre. Ils sont à la manœuvre sur quoi? Ils sont à la manœuvre pour décaler REACH, qui est la directive sur les produits chimiques au niveau européen. D'ailleurs, pour un Français, c'est totalement incompréhensible. Mais c'est une réalité qu'on a vécue la semaine dernière, où on a décalé d'1 an la révision de REACH, ce qui est totalement, de mon point de vue, inacceptable. On est en train de travailler, alors on a décalé la réautorisation du glyphosate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous prétexte que les 4 États membres qui ont fait une évaluation de la toxicité du glyphosate, donc, ont fait une évaluation jugée mauvaise par l'Agence européenne de la santé des aliments, on va décaler au printemps prochain, donc, le lancement de l'étude sur le glyphosate. Ça veut dire qu'il faut être très attentif sur ces molécules-là. Je voudrais à nouveau rendre hommage à Maître Faux pour dire effectivement qu'il a expliqué quelque chose de très complexe, c'est que ça fait partie des errements que nous dénoncions dans nos travaux de la Commission, et ça je le répète, donc il faut savoir que la molécule active est décidée au niveau européen et le produit est autorisé à l'échelle nationale. Si je prends le glyphosate par exemple, que vous connaissez tous, la molécule du glyphosate est autorisée ou interdite au niveau européen, mais le produit, c'est-à-dire le Roundup,
est autorisé ou interdit à l'échelle nationale. Ce qui était un des éléments, des inconséquences nombreuses que nous avions observées dans nos travaux réciproques. Il en va du glyphosate comme il en va de la directive Sud. Actuellement, il y a une directive européenne qui existe sur l'utilisation durable des pesticides. Cette directive est en train de passer au statut de règlement, qui va s'appeler le règlement SUR, c'est-à-dire qu'on passe d'une loi européenne qui doit être transcrite par le droit national pour être appliquée, à un règlement européen qui va s'appliquer de façon homogène sur l'ensemble du territoire européen. Et bien là encore, si vous saviez le poids des lobbies et le poids de certains groupes politiques qui ne croient pas encore qu'il faut, en commun, recréer le lien qui a été rompu depuis plus de 40 ans entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité et le climat. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un combat, non pas d'arrière-garde, mais un combat qui est tous les jours nouveau, tous les jours contemporain. Et on a besoin de toutes les forces pour que ce combat, acteurs et politiques, nous le gagnons ensemble, parce qu'il en va de la vie, comme ça a été dit tout à l'heure par Joël Labi, tout simplement, de la vie de nous toutes et de nous tous. Donc il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Il y a celles et ceux qui pensent qu'effectivement, il y a nécessité et obligation d'avoir une vie équilibrée où il faut établir ce lien à nouveau, je le redis, entre aliments, donc agriculture, aliments, santé humaine, biodiversité et climat, et ceux qui pensent que seule la financiarisation gagnera et seul l'intérêt financier peut permettre que le législateur donc légifère dans l'intérêt de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Voilà ce que je suis venu vous dire tout simplement en vous appelant à ce qui a déjà été dit, donc, à être attentif à ce qui va suivre dans les mois à venir, l'année qui est devant nous, la fin 2022 et l'année 2023 sera essentielle pour l'avenir des pesticides et bien sûr des abeilles au niveau européen. Je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais apporter un témoignage. J'ai fait partie du groupe des apiculteurs qui, en 1995, ont dénoncé la toxicité de l'imidaclopride à travers la formulation Gauchot. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner Maître Faux chez le juge Gary, de façon à apporter un éclairage technique et du terrain. Je tiens à signaler au passage le courage. À l'époque, c'était il y a 27 ans, hein, de Maître Faux, de s'engager à nos côtés sur un dossier qui était extrêmement risqué et en même temps le féliciter pour sa capacité à nous rendre clair des choses qui apparaissent extrêmement compliquées pour tout le monde. Et c'est ce qui fait son succès et sa qualité. Et ensuite, j'ai eu aussi, et ça va répondre aussi à certaines interrogations et inquiétudes de notre collègue tout à l'heure qui disait « mais pourquoi on est là ?» C'est tout simplement d'avoir eu à accompagner aussi notre ami, collègue scientifique Jean-Marc Bonmatin, qui était convoqué à la direction générale du CNRS pour se faire remonter les bretelles en présence d'une délégation Bayer venue d'Allemagne. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner pour soutenir un ensemble d'arguments. Et là, je voudrais aussi profiter du moment pour qu'au nom de l'apiculture, on vous félicite tous et toutes pour votre courage en tant qu'homme politique, parce que vous prenez des risques terribles par rapport à vos engagements. Les scientifiques qui travaillent pour des laboratoires publics, qui sont parfois financés par le ministère de l'Agriculture et qui critiquent les décisions du ministère de l'Agriculture. Donc là, je crois qu'on peut aussi les féliciter. Je pense notamment, et j'en oublierai peut-être, Philippe Belzins de l'INRA, Gérard Arnold du CNRS, Marc-Édouard Collin aussi, qui a beaucoup travaillé, et d'autres chercheurs étrangers. Et bien évidemment, on a beaucoup de respect vis-à-vis de leur engagement. Je voudrais aussi signaler que la mise en évidence, comme l'a dit Maître Faux, des insuffisances inacceptables en matière d'évaluation des pesticides, c'était ce manquement grave, je dirais des passoires qui ont des mailles énormes et qui laissent tout passer. En 2006, nous avons réactivé un groupe de travail unique au monde, en France, qui répond pleinement aux attentes de l'EFSA et qu'on ignore. Nous avons mis en place en 2006, avec un groupe de travail composé de scientifiques émanant des laboratoires publics et indépendants, mais aussi de techniciens en charge de la mise en place de tests sur le terrain, et aussi, et c'est ce qui fait la force, de représentants des firmes, les écotoxicologues des firmes. Depuis 2006, on a rédigé un ensemble de tests, et ces tests, le FSA les ignore. Et ces tests, ils mettent quoi en évidence? Ce sont des protocoles de tests qui permettent d'évaluer la toxicité larvaire,
On a entendu tout à l'heure Maître Faux préciser que c'était dans les textes. On a mis en évidence un impact possible, potentiel sur les glandes hypopharyngiennes. Ça parle à toute la salle. Nous avons travaillé sur le retour des abeilles butineuses à la ruche, avec un ring test international mené de main de maître par l'INSAP et l'INRA, et qui a abouti à une validation du test sur un ring test international interlaboratoire. Et actuellement, et ça va parler aussi à toute la salle, nous travaillons sur la